Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bonsoir. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que l'on se retrouve avec vous en cette période de fin d'année pour ce récap d'Écho de l'écho. Certains d'entre vous s'interrogent sur l'importance de l'économie dans la vie quotidienne. En lisant la presse économique, il semble parfois que les journaux sont très éloignés de nos réalités de tous les jours. Avec son jargon technique, nombreux sont ceux qui peuvent voir l'économie comme quelque chose de lointain, inconfortable à gérer. Cependant, nous devons savoir qu'elle joue un rôle clé dans notre quotidien. C'est la raison de l'existence de votre magazine Écho de l'écho. Nous avons donc choisi des thématiques sur mesure et justement, regardez pourquoi. Les dettes ou les DTS? Les DTS du FMI, sincèrement, je n'ai pas l'information, donc... Alors, je ne pourrais même pas, disons, définir le sigle. C'est une colle que vous êtes en train de faire. Non, je n'ai pas entendu parler de ça. Des industries culturelles et créatives. Tout, j'ai jamais écouté parler de ça. Bon, inclusion financière, bon, selon moi, je ne me retrouve pas en un mot. I don't know. Non, je ne connais pas. Non. La fintech, non, mais je ne connais pas. La fintech, non, j'ai pas une idée. La fintech, voilà, je n'ai aucune idée. Je peux dire une institution, là, je sais pas. Là La Zélécap, c'est ça, non? Non. Qu'est-ce que c'est? Non, je n'ai jamais entendu parler de ce nom. Non. L'inflation. L'inflation. Pour moi, l'inflation... là, aucune idée. Hein. Aucune idée. DTS, aucune idée. Ben, les DTS du ZDF, je ne connais pas. Pourquoi tu m'as... Elle m'a eu... Voilà, il fallait donc éclairer votre lanterne sur plusieurs concepts et réalités économiques. Heureusement, durant toute cette saison encore, nous avons pu compter sur notre ami La Voix. La Voix, vous avez été là avec nous durant toute l'année. Que pensez-vous finalement de ces différentes personnes qu'on a eu à interviewer et pourquoi faut-il parler de l'économie? Bonsoir Modeste. Pendant cette saison 2, nous avons effectivement eu des interviewés assez originaux et qui clairement ne demandaient qu'à comprendre. L'économie est partout, c'est la réalité que nous croisons tous les jours dans notre vie privée, dans notre activité professionnelle et dans notre comportement de citoyen du monde. L'économie, c'est le changement, la solidarité, la responsabilité, l'action. Elle est faite à la fois de grandes lois macroéconomiques, d'actes minuscules, de vie d'entrepreneur ou de mutations sociales. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix, s'orienter, choisir un emploi, faire un achat, donner son avis. Pour être un citoyen éclairé, il est indispensable d'avoir un accès à une information économique claire, simple et objective. En somme, chers téléspectateurs, pour devenir un citoyen informé et autonome, pour être capable de décrypter le monde qui nous entoure, il faut avoir appris l'économie telle qu'elle est, dans ses dimensions théoriques comme dans ses déclinaisons quotidiennes et pratiques. Voilà la raison d'être pour l'écho de l'écho, Modeste. Alors voilà, de l'inflation en passant par les DTS, la parité monétaire, les industries culturelles africaines ou encore la fintech, nous avons à chaque numéro tenté d'aborder des problématiques qui vous touchent et qui aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, impactent le fonctionnement de la société actuelle à toutes les échelles. Et nos experts nous ont aidés à y voir un peu plus clair. Regardez. Et qu'est-ce qu'implique la ZLECAf de façon simple? Est-ce que c'est pour dire que moi, ici au Gabon, je peux décider de prendre mon bois ou mon lait ou ma banane, décider de la vendre en Éthiopie par exemple, ou alors c'est un certain nombre de produits qu'on peut échanger? Qui échange quoi, avec qui et comment? Très bien, non, c'était en effet une excellente question.
Et dans le monde idéal, on s'attendrait à ce que tout puisse être échangé quelque part sans entrave aux échanges au sein du continent africain. Ceci dit, il y a beaucoup de pays qui ont besoin aussi pour lesquels les recettes tarifaires sont importantes, notamment des petits pays. Et donc, du coup, il n'est pas prévu avec la ZLECAf d'éliminer les droits de douane sur tous les produits. 97% des lignes tarifaires qui existent verront leurs droits de douane éliminés avec la ZLECAf, et donc 3% des lignes tarifaires seront préservées, ce qui veut dire que sur ces lignes tarifaires-là, les États membres peuvent les déterminer d'une manière stratégique pour continuer à pouvoir collecter des recettes tarifaires sur ces biens-là. Donc effectivement, il y a 29 pays qui ont déjà soumis leur liste, qui fournissent en fait la base sur lesquelles ils voudront commercer avec leurs partenaires africains, et chacun doit déterminer sa liste. Ce que vous venez d'énoncer, Mohamed Zouglami, prouve qu'il ne manque pas de talent en Afrique. Cependant, on remarque qu'il existe un faible investissement au niveau des infrastructures culturelles. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état des choses finalement ? Si vous voulez, c'est effectivement, l'Afrique regorge de talents. Vous savez, il y a plus de 55 pays aujourd'hui, il y a plus de 3000 cultures en Afrique. S'il y a bien un continent qui regorge de mythes, qui regorge d'histoires, c'est bien l'Afrique. Mais, comme vous le dites si bien, on n'arrive pas à mettre en avant, on n'arrive pas à valoriser tout ce côté créatif, ce potentiel que l'Afrique a. Pourquoi ? Parce que les gouvernements, jusqu'à ces dernières années, n'ont pas pris conscience de l'importance des ICC, comme le font aujourd'hui les pays occidentaux, des pays comme la Corée. Vous avez vu le phénomène des K-pop en Corée a permis à la Corée d'exploser. Aujourd'hui, vous avez les gangs, les gangs coréens aujourd'hui qui trustent les places de marché, qui sont présents de partout, qui rapportent des milliards à la Corée. Donc, ça, c'est le manque de compréhension des gouvernements africains jusqu'à ces dernières années. Donc, c'est aussi le manque d'infrastructures. C'est un manque, entre guillemets, de culture, de savoir-faire, parce que les produits culturels ne sont pas soutenus, ne sont pas subventionnés dans la plupart des pays africains. Exemple concret, on a vu qu'en juillet, l'euro a atteint la parité avec le dollar, une première depuis 2002, d'après les économistes. Qu'est-ce que cela veut dire ? Finalement, ça veut dire qu'on va avoir une appréciation du dollar par rapport à l'euro. Et donc, finalement, on a presque une équivalence au niveau de la parité entre le dollar et l'euro. Au-delà de ce constat-là, ce qu'on peut être en mesure de comprendre, c'est de se rendre compte qu'on va avoir d'une part le rôle de la Fed, donc la Banque centrale américaine, qui a augmenté assez rapidement ses taux d'intérêt, et finalement le rôle de la Banque centrale européenne, qui a tardé relativement à augmenter ses taux d'intérêt pour être en mesure de juguler l'inflation, qui a eu un impact directement sur la valeur des monnaies respectives. C'est-à-dire que les investisseurs vont être potentiellement davantage attirés vers le dollar, qui redevient une monnaie refuge comparativement à l'euro, territoire sur lequel, donc zone euro, territoire sur lequel on va être en mesure d'avoir des craintes au niveau des anticipations concernant notamment la croissance et le conflit qui peut avoir aux portes de l'Europe, le conflit russo-ukrainien. On dit que la FinTech fait peur aux banques. Pourquoi on le dit? Et pourtant, c'est la révolution, c'est l'innovation. On va plus vite, on va vers un monde un peu plus dynamique, surtout qu'on a vu qu'avec la Covid-19, il y avait certaines contraintes. On nous a obligés à fonctionner d'une certaine façon. Mais les banques, elles ont peur de la FinTech. Qu'est-ce qui justifie cette peur? Alors, les banques ont peur de la FinTech, oui et non. Oui, parce que les FinTech apportent une certaine jeunesse dans un monde bancaire qui avait tendance à s'endormir et à arrêter d'innover. Et lorsqu'on arrête d'innover, d'autres prennent le relais, le créneau. Ça bouscule, et en cela, les banques peuvent au début être surprises de la concurrence des nouveaux acteurs que sont les FinTech. Mais dans le fond, non. Les FinTech ne font pas peur aux banques.
Car les banques ont aujourd'hui ce que les fintechs ne possèdent pas encore, à savoir une clientèle importante et qui leur fait confiance pour leur argent. On se plaint souvent, parfois même dans les quartiers, on dit que tout devient cher, on parle de la vie chère. Est-ce que c'est ça l'inflation? C'est quoi le rapport? Très bien, effectivement, c'est une des causes. C'est une des causes, effectivement, parce que vous savez, effectivement, l'inflation a plusieurs causes. Nous avons trois principales causes. Nous avons les coûts de production. Nous allons, par exemple, vous voyez actuellement ce qui se passe avec la hausse des matières premières, par l'instar du pétrole, qui est une matière indispensable. Cela engendre effectivement une hausse des prix, évidemment. Vous avez effectivement des éléments tels que les routes, la route par exemple. Si vous voulez acheminer du pain ou du riz, par exemple à Mawanda, et l'état de la route est désastreuse, vous comprendrez effectivement qu'il va y avoir des répercussions également sur le prix, parce que n'oubliez pas que les commerçants, ça va se répercuter au niveau du prix des ventes pour qu'ils puissent avoir une marge de manœuvre au niveau du bénéfice. Vous avez effectivement le rapport entre la demande et l'offre. Lorsque effectivement la demande est supérieure à l'offre, du fait du manque de capacité, par exemple de production, ou des stocks limités, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, les prix vont augmenter. Vous avez également l'excès de monnaie sur le marché financier. Vous faites bien de nous dire tout cela parce que depuis avril 2020, on parle beaucoup de DTS. Est-ce qu'il s'agit là d'une recette miracle, d'un remède miracle pour faire face aux différentes crises qu'on connaît actuellement ou peut-être des différentes crises à venir? Alors, les DTS, la location, donc le fait que le FMI donne des DTS au pays, il y en a eu 4 fois dans l'histoire du FMI. Dans les années 70, 2 fois. Une fois en 2009, lorsqu'il y a eu la grande crise financière. Et puis en 2021, lorsqu'il y a eu la crise de la pandémie. Alors, pourquoi est-ce que le FMI a eu à donner des DTS au pays? Le FMI a produit 650 milliards de dollars de DTS qu'il a distribués à l'ensemble de ces pays. Et généralement, cette distribution se fait de façon relative aux actions ou aux parts des pays dans le capital du FMI. Pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de remettre ces DTS? Il y a eu besoin de remettre ces DTS au pays parce que, comme j'expliquais, avec la pandémie, l'économie mondiale s'est quasiment arrêtée. Mais attention, Écho de l'Écho, ce ne sont pas que des problématiques, hein. Il y a également des pistes de solutions. Grâce à l'expertise de nos différents invités, nous avons pu entrevoir des façons de changer la donne et de répondre à ces quelques mots qui minent nos économies, tels que le chômage, les politiques budgétaires, l'aide internationale ou encore le manque d'industrie sémencière. Nos invités étaient toujours là avec nous et leur expertise nous a également aidés. Regardez. En quoi ces DTS sont-ils sont importants pour les pays africains? Est-ce qu'on en a forcément besoin aujourd'hui pour relancer nos économies? À part l'aide du FMI, on a vu des pays qui ont réussi à mettre en place des politiques de relance, des politiques pour la sécurité sanitaire des populations. Est-ce qu'on ne peut pas s'en passer? Pourquoi c'est si important les DTS pour le continent? Je pense qu'au-delà du continent, les DTS ont été importants pour l'ensemble du système international, c'est-à-dire des grands pays, des pays qui sont économiquement les plus puissants aux pays qui sont économiquement les plus faibles, parce que, comme j'ai dit, la pandémie a créé une situation de liquidité énorme. Dans nos pays, la situation qui s'est posée, c'est que l'économie s'étant quasiment ralentie, de nombreux pays sont entrés en récession. Les revenus que les gouvernements avaient l'habitude de collecter se sont amenuisés. Les dépenses sont montées à la hausse parce que, d'une part, il fallait faire face aux dépenses sanitaires, renforcer les plateaux techniques, s'assurer que la pandémie ne progresse pas. D'autre part, il fallait prendre en charge un certain nombre de populations vulnérables. Donc, vous avez peu de revenus et vous avez beaucoup de dépenses. Donc, les déficits et les besoins de financement de ces pays-là se sont accrus. C'est pour cette raison que le FMI, pour ces pays-là, en allouant les DTS, a été bénéfique. Par exemple, dans le cas du Gabon, dans le budget de loi rectificative 2022, le Gabon va utiliser une partie des DTS qu'il a reçus gratuitement pour financer une partie du budget de 2022. On introduit la notion d'intelligence économique et financière surtout
Mais le mode d'emploi, c'est quoi? Par exemple, moi, je souhaite, je l'ai dit à l'entame de mon propos, je souhaite devenir riche. C'est quand même l'une des ambitions de l'intelligence financière. Je veux devenir riche. Je passe par quelle étape pour le devenir? Est-ce qu'il faut aller à l'école pour devenir riche? Parce qu'il y a certains experts économistes qui disent qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup d'études pour devenir riche, finalement. Donc, l'intelligence financière, est-ce que ce sont des études? Est-ce que c'est une certaine malice? On passe par quoi? C'est quoi le mode d'emploi? Vous savez, il y a Wallace Hitler qui a écrit le livre La science de devenir riche. Vous savez, la discipline d'intelligence financière est similaire à l'algèbre. 1 + 1 est égal à 2. C'est-à-dire que si vous avez les méthodes des lois qui gouvernent l'acquisition du succès, vous deviendrez forcément riche. Mais tout cela requiert aussi de la discipline. Voilà pourquoi nous parlions en amont de la question du QI émotionnel. Donc on parle d'un plan de relance de l'économie, on parle des stratégies pour relancer l'économie gabonaise, on parle de soutenir les entreprises. Qu'est-ce qu'on devrait mettre dans la politique budgétaire finalement, selon vous, aujourd'hui? On doit miser sur quel point? On doit miser sur, déjà, ce qui est dans le plan d'accélération. Il y a un certain nombre de travaux qui sont prévus. Donc ça veut dire que le secteur du bâtiment et des travaux publics devrait pouvoir redémarrer progressivement avec ces travaux-là, puisque vous savez que l'État dans nos pays est le premier employeur et c'est le premier entrepreneur également. Donc lorsque l'État engage des chantiers, ça fait redémarrer progressivement le secteur du bâtiment et des travaux publics. Ça crée de l'emploi, ça réduit le chômage et ça permet de redistribuer des revenus pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir aller sur le marché acheter des produits. Donc ça, c'est le côté des travaux. Il y a sur les recettes l'amélioration des recettes, mais il y a également ce que j'ai dit, la dépense fiscale. À savoir qu'autant nous devons améliorer nos recettes pour avoir plus de moyens pour pouvoir financer nos programmes d'investissement, mais également pour inciter le secteur privé à investir chez nous. Il faut que l'État mette en place un certain nombre de dispositifs d'incitation fiscale, des exonérations fiscales, etc. Je pense que c'est dans le plan d'accélération. J'ai lu tout à l'heure que dans la loi de finances 2022, l'État, par exemple, a réduit les droits de douane, comme je l'ai mentionné, sur un certain nombre de produits de première nécessité pour lutter contre l'inflation, là aussi. Donc ça fait partie des priorités qui sont celles du gouvernement pour faire face à la situation du moment. Mais le problème, c'est que nous, on nous a demandé d'aller à l'école, de suivre des formations, d'être sage à l'école, de faire partie des meilleurs. On l'a fait, malgré cela, on se retrouve à la maison sans emploi. Est-ce que finalement, l'enjeu aujourd'hui, avec cette réalité-là sur le marché du travail, n'est plus de former pour former, mais mieux former, changer les offres de formation? Vous savez, l'État a investi 166 milliards dans la formation professionnelle. Vous avez une réhabilitation de l'ensemble des plateaux techniques des écoles de formation professionnelle et d'enseignement technique. Vous avez des nouveaux centres de formation, dernière génération, des centres internationaux multisectoriels de formation et d'enseignement professionnel, en Coq, à Vengué, au niveau de Tchengué. Oui, l'État a fait sa part. Mais dans la réalité, si la personne qui part se former, se dit que je vais me former parce que je dois forcément trouver un emploi salarié quelque part, c'est là où il faut être vrai, il faut avoir un langage de vérité. Tout le monde ne pourra pas trouver un emploi salarié. Il faut qu'on comprenne que parmi les voies d'insertion, au-delà de l'emploi salarié, il y a aussi l'auto-emploi. Une entreprise qui a un besoin. Et qu'après ce que l'État a mis en place, comme centre de formation, comme offre de formation, on a revisité les curricula, on a fait une formation de formateurs. Les gens sont partis se faire former, notamment au Maroc, en France, ainsi de suite, pour avoir des formations de qualité. L'État fait sa part. Mais sachez que si il y a 200 personnes, 300 personnes qui sortent, et que le besoin est à 100, 150, il va falloir que les autres se disent, et ces personnes doivent s'intéresser à l'auto-emploi. Vous le savez, nous traversons une période de crise. Le Gabon a décidé de miser sur des secteurs clés tels que celui de l'agriculture. Le gouvernement veut encourager la jeunesse gabonaise à s'intéresser à l'agriculture. On soutient certains agripreneurs. Quels sont les arguments pour
aider le gouvernement à véritablement asseoir cette industrie sémencière-là? Comment on fait le lien entre une agriculture ou des agripreneurs qui vont réellement porter fruit et une industrie sémencière bien assise? C'est-à-dire que le gouvernement, il a commencé, on a l'instrument. Maintenant, il faut développer les outils. Les outils, c'est ce que je disais, les décrets là, qui définissent le cadre juridique pour qu'on puisse travailler. Et quand on va travailler, les jeunes là qui sont agripreneurs, ils peuvent devenir agrimultiplicateurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se rendent compte que lorsqu'ils vendent la semence, ils génèrent ils ont des revenus. Hein? Et puis après, qu'ils arrivent à vendre et que ça va permettre qu'il y ait des nouveaux métiers qui vont apparaître. Hein? À force d'être producteur, vous avez beaucoup d'agripreneurs qui vont devenir des agrimultiplicateurs ou bien qui vont créer leur SARL ou ASBL, comme on appelle ça, pour devenir des établissements semenciers. Vous allez voir que ça va développer des pôles et il y aura des nouveaux métiers qui vont apparaître, surtout dans la maintenance des équipements, des machines. Il y a peut-être des industries qui vont ouvrir pour vendre tout ce qui est tracteur, charrue, tout ça là, hein, des cortiqueuses et tout ça, pour ce qui est du riz que je connais, des égreneuses et tout. Vous voyez, il y a toute une activité qui va se mettre en place. Il existe de nombreux dispositifs pour financer son entreprise. Quel type de financement propose UBA de façon spécifique? Pour les PME, depuis le début de l'année, la banque a mis en place un nouveau produit. On finance les PME sur le working capital, c'est en anglais, c'est vrai, sur le fonds de roulement, sur les dépenses courantes. Parce que au sortir de la Covid-19, ça a été très compliqué pour certaines PME de se réajuster. C'est pour cette raison que UBA, United Bank for Africa, a mis en place ce produit qui va soulager les entreprises en matière de dépenses courantes sur un an, et ce, en fonction de leur chiffre d'affaires. Les agences d'accompagnement peuvent également offrir d'autres services extra-financiers. Donc, on ne vient pas qu'à la banque pour avoir un crédit. On peut également y venir pour avoir quoi en tant que PME? Quel type d'accompagnement? Mais ça, il faut que vous le disiez 2 fois. On ne vient pas seulement à la banque pour avoir C'est-à-dire que c'est un message qui est important. Très. Très. D'accord? Pourquoi? Parce que on vient également à la banque pour épargner. D'accord? Il faut peut-être revenir sur la définition de notre activité. D'accord? On est un intermédiaire financier. OK? On collecte les dépôts et on donne du crédit. D'accord? On ne fait pas que donner du crédit. On collecte également des dépôts. Donc, le client, quand il vient chez nous, il peut également amener ses dépôts pour épargner. D'accord, premièrement. Ensuite, à part le crédit, il y a beaucoup d'autres solutions. Mais comment on fait? On cherche dans une entreprise, il faut mettre des moyens pour encadrer les employés, pour mettre en avant leurs différents talents, pour les rendre assez polyvalents. Comment on fait pour allier ça avec la productivité? Est-ce qu'il n'y a pas un pan qui va subir plus que l'autre en termes de profit? Il faut faire attention. C'est-à-dire que j'ai un de mes chefs qui aime dire qu'avec les conditions actuelles, il faut qu'on apprenne à faire plus avec moi. C'est facile à dire, mais il n'y a pas plus réaliste aujourd'hui. Vous créez une entreprise, si vous avez moins, ben vous essayez de faire du mieux que vous pouvez avec. Mais un manager, c'est quelqu'un qui est avant tout réaliste. Il faut bien comprendre où est-ce que ça commence, où est-ce que ça sort. Quels sont les moyens que j'ai à ma disposition et comment je peux gérer tout ça. Vous parlez de productivité avec les employés que nous avons. Encourager l'employé aujourd'hui, ce n'est pas forcément une affaire d'argent. Déjà, l'écoute. Écoutez son employé. Vous avez une entreprise, vous avez 2000 employés, c'est 2000 cerveaux. Chez moi, à Bingoma, on dirait 2000 vampires. C'est-à-dire des gens qui ont des galaxies dans leur tête, qui ont des cultures. On est près de 50 ethnies dans ce pays. Écoutez tous ces gens. Parlez avec eux, mais de façon structurée, de façon rationnelle. Et puis, il faut mettre un cadre pour que ça aille vite. On n'est pas là pour discuter pendant 3 heures ou faire de la réunionnite. Mais le fait d'écouter ses employés, le fait de reconnaître que quelqu'un a bien fait, de féliciter quelqu'un quand il a bien fait. Permettez aux gens
aujourd'hui de vous dire ce qu'ils pensent. Vous avez reconnu les couleurs et les marques de notre partenaire UBA Gabon. Nous voilà donc au terme de l'année 2022 avec beaucoup d'émotions. Pour sa saison 3, Écho de l'écho va continuer à décortiquer l'économie avec vous. Toujours à l'affût d'experts aussi perspicaces et des sujets toujours d'actualité, nous ne ménagerons aucun effort pour rendre l'économie accessible à tous. En attendant, bonne et heureuse année 2023 et surtout, n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.